Après les nombres de Carmichael, nous allons voir maintenant de nouveaux nombres que sont les nombres de Mersenne qui ont un certain intérêt également. Les nombres de Mersenne sont fabriqués avec les puissances de 2 puisqu'ils sont fabriqués de cette manière-là, 2 à la puissance n-1. Voilà ici dans la première question, quelques nombres de Mersenne calculés à la calculatrice, ça ne pose pas de problème. On passe à la question 2. On prend un entier qui est distinct de 1. On prendra à différentes zéros. Vous comprendrez qu'en lisant l'exercice que ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on va prendre un entier supérieur ou égal à 2. Et on va prendre n qui est un entier naturel qui est au moins égal à 2, donc supérieur ou égal à 2 aussi. Et on veut montrer cette implication-là, que si a à la puissance n est premier, alors a est égal à 2. On utilise cette somme-là. Alors, pour utiliser cette somme-là, je ne vais pas tout reprendre parce qu'on l'a vu avec les nombres de Carmichael, juste que cette somme-là, c'est la somme des premiers termes consécutifs d'une suite géométrique de raison A. Et donc, on arrive à ce calcul-là en utilisant la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique sans aucun problème. Pour plus de détails, allez voir le TD sur les nombres de Carmichael. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc a à la puissance n-1 qui s'écrit sous cette forme-là. Donc vous voyez bien que si a est différent de 1, c'est-à-dire si alors a égale 0, vous voyez que ça n'aurait aucun intérêt parce que 0 à la puissance n moins 1, ça nous ferait un nombre de négatif, ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de l'exercice. Donc, ici, si je prends A-1, vous voyez que j'ai une factorisation ici, et si je prends A-1 qui est supérieur strictement à 1, c'est-à-dire A supérieur à 2, 1, et bien à partir de ce moment-là, je vais avoir un nombre qui va être supérieur à 2, supérieur ou égal à 2 ici, et celui-là, eh bien, il va être aussi supérieur ou égal à 2, puisqu'on a A qui est supérieur à 2, on ajoute 1. Et donc, obligatoirement, si A est supérieur, si A-1 est supérieur à 1, c'est-à-dire que A est strictement supérieur à 2, alors a à la puissance n-1 est composé. Ça, c'est la première chose, c'est ici, car si je prends a à la puissance n-1 plus, point de suspension, plus a plus 1, ça, c'est supérieur ou égal à 2 aussi. Et donc, automatiquement, cette écriture-là, cette factorisation-là, nous indique que a à la puissance n-1 va être composé. Alors, c'est pas ce qu'on nous demandait. C'est-à-dire que nous, on nous demande de montrer que ici, si il est premier, alors A égale 2. Or, on vient de montrer quoi? Qu'il était composé. Là, on a besoin de notions de logique qui seront des rappels pour certains et pour d'autres des choses un petit peu plus qu'ils n'ont pas vu. Donc, quand on fait en mathématiques si alors, c'est une implication. Et si on a si P alors Q, ça s'écrit donc P implique Q au niveau du langage mathématique officiel avec les notations mathématiques officielles. Si on prend la contraposée de P implique Q, alors c'est la négation de la deuxième qui implique la négation de la première. Et l'implication et sa contraposée sont équivalentes, c'est-à-dire qu'on peut dire la même chose, c'est absolument équivalent. Attention à ne pas confondre avec la réciproque de P implique Q, c'est-à-dire Q implique P. C'est-à-dire qu'on met la flèche dans l'autre sens. Donc là, vraiment, il y a une notion de logique importante à ne pas mélanger réciproque et contraposé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si A est supérieur à 2, alors A à la puissance n est composé. Autrement écrit comme ça, A supérieur à 2 strictement implique A à la puissance n-1 composé. J'ai donc P ici et Q ici. Et donc maintenant, si je le formule avec la contraposée, qui c'est équivalent, je vais prendre donc la négation de non Q, donc la négation de A à la puissance n-1 est composée, c'est A à la puissance n-1 est premier. Et ça va impliquer donc non P, c'est-à-dire la négation de A supérieur à 2, ça veut dire donc que A est inférieur ou égal à 2. Donc voilà, on avait démontré ça, et en fait en prenant la contraposée, ça veut dire qu'on a aussi démontré cette chose-là. Comme on nous dit que A il est distinct de 1 et bien sûr distinct de 0, il est donc strictement supérieur à 1 et qu'il est maintenant inférieur ou égal à 2, ça nous donne donc A qui est égal à 2. Voilà comment est-ce qu'on montre ça, mais on a besoin d'une notion de logique. Pour la troisième question maintenant, on veut montrer l'implication. Si on prend un entier naturel supérieur à 2, supérieur ou égal à 2, si D divise N, alors MD divise Mn. On va travailler maintenant avec les nombres de Mersenne.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre donc D et N. J'ai donc MD qui s'écrit 2 à la puissance D moins 1 et MN qui s'écrit 2 à la puissance N moins 1. Si je prends D divise N, ça implique donc que N est égal à KD. Si je prends donc la définition de la division euclidienne, de la divisibilité, pardon, ça nous fait donc N est égal à KD. Ce qui implique donc que ici, que Mn, je vais pouvoir l'écrire, c'est égal à 2 à la puissance n moins 1, et ça va donc être 2 à la puissance kd moins 1. Et si j'ai ça, je vais pouvoir le réécrire encore d'une autre façon. Je vais pouvoir dire que c'est égal, donc 2 à la puissance d à la puissance k moins 1, puisque j'utilise les propriétés des puissances. Et là, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire donc ici 2 à la puissance d moins 1, 2 à la puissance d moins 1, facteur de 2 à la puissance d à la puissance k-1, plus etc., plus 2 à la puissance d plus 1. En fait, j'applique ici, on applique le deuxièmement. Ça, c'est le deuxièmement. Avec, alors le deuxièmement, c'était ça, hein, c'est-à-dire qu'on avait cette factorisation là. Et à la place de a, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de a? Eh bien, on a mis 2 à la puissance d. Avec a est égal à 2 à la puissance 2. À la puissance d, pardon. Et ici, je constate que j'ai quoi? Eh bien, ici, je me retrouve avec donc md. Facteur de quoi? Facteur de 2 à la puissance d à la puissance k moins 1, plus etc., plus jusqu'à 1. Et donc, j'arrive bien ici à mn qui est égal à md multiplié par quelque chose. Donc, on a bien ici, ça implique donc que md divise mn. Voilà, donc il faut penser à utiliser les propriétés sur les puissances pour parvenir à faire cette question-là. La question 4 maintenant, on vous dit de montrer l'implication suivante. Si je prends un entier naturel supérieur à 2, si n est composé, s'il est composé, alors mn va être obligatoirement composé. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire donc n, petit n est composé. Si petit n est composé, ça implique donc que n possède, on a dit, un diviseur propre. Un diviseur propre d, que je vais appeler d, tel que d est compris entre 1 et n. Un diviseur propre, c'est-à-dire qui est différent de 1 et de d. On a bien sûr d qui divise n. Et donc, ça implique, là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer le troisièmement. D'après le troisièmement, on vient de montrer précédemment que si d divise n, alors on a md qui va diviser mn. Donc, si md divise mn, je vais pouvoir dire donc mn est composé. Donc, c'est bien ce que l'on me demandait. On me demandait de montrer que si n est composé, alors mn est composé. Il n'y a pas de souci, c'est la conséquence directe de la troisième question. On va passer maintenant à la question 5. La question 5 qui nous fait travailler sur la logique. Alors comme on a fait le résultat de logique, ça va être relativement simple. Donc on reprend cette question 5 ici. On avait montré dans la question 4 que si n est composé, alors mn est composé. Là, P implique Q, hein, on est d'accord. Si on veut la contraposer,
donc la contraposée. Je vais pouvoir dire donc que si, alors je le mets avec un si alors, mais vous pouvez le mettre aussi avec une implication, il me faut non Q. Donc ici, c'est la négation de cette phrase-là, c'est-à-dire si Mn est premier, alors non P, c'est-à-dire N est premier. Ça, c'est donc la contraposée. Étant donné qu'on avait démontré cette chose-là, donc on sait que cette chose-là est vraie, donc c'est la même chose que ça, donc c'est vrai aussi. C'est-à-dire si le nombre de Mersenne de rang n est premier, alors ça veut dire que n est un nombre premier. On nous demande également de formuler la réciproque. La réciproque, alors attention, c'est là où vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. On a donc c'est Q implique P, c'est-à-dire qu'on retourne la phrase, mais attention, on ne nous demande pas la réciproque de n'importe quoi, on nous demande la réciproque de la contraposée. Alors, la réciproque de la contraposée étant ici, ça nous fait donc si n est premier, alors, eh bien alors quoi? Eh bien je vais avoir mn est premier. Voilà, donc vous avez ici une implication qu'on a montrée, on sait que celle-là est vraie, et on s'intéresse à la réciproque. Et on veut savoir si cette réciproque est vraie ou fausse. Alors la question étant ici, cette réciproque est-elle vraie? On est d'accord que la possibilité de réponse, ça peut être oui ou non. En général, quand on la pose comme ça, c'est souvent non. Donc c'est un petit peu bizarre parce que si on regarde ce qu'on avait fait, ici on avait m2 égale 3, donc c'est bon, si on a n égale 2, on obtient un nombre premier. m3, on obtient 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait en calculer d'autres. Si je calcule ici m5, je vais calculer, j'obtiens 31, qui est également un nombre premier. Et je peux continuer comme ça avec tous les nombres premiers. Alors, il faut arriver à en faire un qui est jusqu'à ce que ça ne marche pas, si on suppose que ça ne marche pas. Et effectivement, ici, on va dire que la réciproque est fausse en faisant les calculs, est fausse pour M11, pour n égale 11. Pour n égale 11, n est premier, d'accord, et si on calcule M11, eh bien M11, ça nous fait donc 2047. Et ça, c'est égal à 23 fois 89. Donc ici, la réciproque est fausse. Donc vous voyez, on peut très bien avoir une propriété qui est vraie. La réciproque, bien entendu, peut être fausse. Alors que si on prend une propriété qui est vraie, sa contraposée est également vraie. On arrive à la dernière question maintenant. On vous prend A et B qui sont deux entiers naturels non nuls, R qui est le reste de la division euclidienne de A par B, et on veut montrer donc qu'on retrouve la même chose avec les nombres de Mersenne dans la division euclidienne. Donc MR va être le reste de la division euclidienne de MA par MB. Alors, on va partir ici de la division euclidienne de A par B qui s'écrit donc A est égal à BQ plus R, où on a R qui est compris entre 0 et B, et on va pouvoir donc calculer MA. MA est égal à, ici ça va nous faire donc 2 à la puissance BQ plus R moins 1. Si je continue mon calcul ici, je vais dire que c'est 2 à la puissance BQ multiplié par 2 à la puissance R moins 1. Étant donné que je veux faire apparaître MB et MR, il faut que j'ai des 2 puissances R et que j'ai des 2 puissances B aussi. Je vais conserver BQ pour l'instant et on va voir un petit peu. Alors ici, ça c'est une astuce de calcul. C'est-à-dire que là, je vais remarquer que C est égal ici à 2 à la puissance BQ fois 2 à la puissance R moins 1. Et je vais mettre plus 2 à la puissance R moins 2 à la puissance R. Et quand je fais ça, je rajoute 0. Donc ça, c'est une, entre guillemets, je vais dire une magouille de calcul, mais qui va permettre de faire des petites factorisations partielles.
Donc je vais pouvoir mettre ici 2 à la puissance r en facteur. Donc je vais avoir d'une part 2 à la puissance bq. Je vais prendre le moins 1 ici pour faire apparaître un nombre de Mersenne. Donc je vais dire ça va faire 2 à la puissance bq moins 1 fois 2 à la puissance r, plus il va me rester le 2 à la puissance r qui est ici, et il va me rester le moins 1 qui est là. Et donc maintenant, je vais dire donc que ça va être égal ici, et bien je fais apparaître m, le nombre de Mersenne m indice bq, fois 2 à la puissance r, et ici, plus quoi? Et bien ici, j'obtiens mr. Et ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser le résultat de la question 3, qui me dit que dans la question 3, si, si D divise N, alors MD divise MN. Et ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, d'après la question 3, je peux dire que B divise BQ. Donc, ça implique que MB divise MBQ. Et donc, ça implique quoi? On peut dire que, si je reprends mon calcul de MA, ça va être égal, eh bien, au lieu de mettre MBQ, je vais dire que c'est K fois MB, puisque MB divise MBQ, donc je peux remplacer MBQ par K fois MB, donc fois 2 à la puissance R, plus MR, et ici, j'ai bien une division euclidienne, ainsi avec, bien sûr, on a R qui est inférieur à B, hein, ça on l'avait vu au départ grâce à la division euclidienne de A par B, ce qui implique bien évidemment, et ça c'est trivial, ça ne demande pas de justification, MR qui va être inférieur strictement à MB, et donc MR est bien le reste de la division euclidienne, donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer ici, MR est le reste de la division euclidienne de MA par MB.